Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Pierre Elfer, directeur général de l'école. C'est un agréable devoir, d'abord, de saluer toutes les personnes qui sont dans notre amphithéâtre au fond du couloir, l'amphithéâtre numéro 54, qui est parfaitement rempli, bondé. Et nous avons ce soir un grand nombre de nos amis nantais, et peut-être au-delà de la ville de Nantes, pour accueillir notre orateur. Cher Monsieur Kahn, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais je suis sûr que vous ne vous en rendrez pas compte, mais notre auditoire habituel d'Iségoria, qui vient ici de façon régulière, lui se rend compte de quelque chose d'un peu particulier. C'est moi, Jean-Pierre Elfer, directeur général de l'école, qui accueille notre orateur ce soir. Et je peux vous assurer, ceux qui ont l'habitude d'être dans cet amphithéâtre le savent bien, que c'est quelque chose de tout à fait singulier. Alors, d'aucuns, cher monsieur, pourraient penser que ma présence ici ce soir pour vous accueillir s'imposait pour, par exemple, est-ce un risque à faire appel à la direction générale de l'école pour canaliser vos propos si c'était nécessaire. Non, 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 non. Rassurez-vous, nous n'aurons nullement besoin de canaliser vos propos. Et en plus, si j'avais été ici pour canaliser vos propos, vous ne l'auriez pas accepté et, cher monsieur, vous en auriez eu raison. Non, 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 c'est tout simple. Le professeur Frédéric Leroy, que nos étudiants de Iségoria connaissent bien, puisque c'est lui habituellement qui a le rôle d'accueillir nos orateurs au moment de nos conférences, eh bien, le professeur Frédéric Leroy est à l'extérieur de Nantes aujourd'hui et il m'a invité à le suppléer pour accueillir M. Jean-François Kahn ce soir. Donc vous voyez, ma présence est toute simple ici. Mais ce fut pour moi un devoir, et croyez-le bien, c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir. À Iségoria, nous accueillons de façon très régulière, environ une fois par mois, de très hautes personnalités pour nous entretenir des sujets les plus vastes possibles, pour nous entretenir de sujets d'histoire, de sujets de société, de sujets de philosophie. En général, à cette tribune, nous ne parlons pas de politique. Cher monsieur, nous ne vous accueillons donc pas ce soir comme homme politique, mais nous vous accueillons avec toutes vos autres qualités, vos qualités de journaliste, vos qualités d'essayiste, et je ne prendrai que ces deux-là pour vous caractériser, et je sais que dans un instant, mes étudiants iront bien plus loin que ce que je viens de dire. Cher monsieur, vous avez tout fait. d'Europe 1 au Monde, de l'événement du jeudi à Marianne, vous avez réellement imprimé la presse de notre pays de votre enthousiasme, de vos analyses hétérodoxes, de la clarté très habituelle de vos propos, et pourtant, ben oui, des néolibéraux existent encore dans notre pays, n'ont pas totalement disparu. On voit fleurir, malheureusement, des racistes et des antisémites qui sont de tous bords et qui sont encore présents. On voit des profiteurs de tous côtés qui sont encore là. Est-ce à dire, cher monsieur, que vous avez encore du travail à accomplir? Sans doute. Mais les combats que vous menez sont des combats sans fin. Vos propos décapants seront encore longtemps les bienvenus. Naturellement, vous en conviendrez, on peut ne pas partager toutes vos phrases lapidaires, mais à Iségoria, c'est une tribune libre. Et c'est une tribune libre à partir du moment où on fait sien les quelques principes cardinaux de notre école. Et ces principes cardinaux, ils sont tout simples. La primauté de la culture sur la niaiserie, la force de l'intelligence au regard de la sottise, l'élégance du comportement et de l'attitude au détriment de la laideur. Et par-dessus tout, le respect de l'autre, le respect des autres. Sur ces différents plans, cher monsieur Jean-François Kahn, je suis bien certain que vous saurez aller à la découverte de votre auditoire nantais au sein d'Audencia. Merci. J'invite à présent nos étudiants responsables de cet événement ce soir
à poursuivre l'animation de cette soirée. Jean-François Kahn, bonsoir. On va préciser un peu cette présentation sous une forme un peu plus factuelle. Vous êtes né en 1938. Après une licence d'histoire, vous avez commencé à travailler bien loin du journalisme, dans le tri postal, puis comme manœuvre dans une imprimerie. C'est seulement après cela que vous choisissez votre métier. À la fin des années 50, vous avez couvert la guerre d'Algérie pour Paris Presse. Monsieur Alfer l'a dit, reporter à l'Express, chroniqueur à Europe 1, journaliste au Monde, directeur de la rédaction des Nouvelles littéraires. Vous avez offert vos services à une grande partie de la presse française. Aujourd'hui, c'est surtout le créateur de Marianne que le grand public connaît. Il vous voit souvent à l'image de cet hebdomadaire que vous avez dirigé pendant 10 ans, jusqu'en 2007. Grande gueule, incisif, un brin provocateur, énervant aussi parfois pour certains. C'est que vous êtes souvent prononcé et positionné clairement sur des sujets polémiques. L'intervention de l'OTAN en Serbie en 1999, l'intervention américaine en Irak en 2003, le projet de traité constitutionnel européen en 2005, et ce ne sont que les exemples les plus marquants. Oui, vous étiez pour. En 2007, vous prenez parti par défaut pour François Bayrou, et surtout contre Nicolas Sarkozy. Contre Sarkozy, hors du Parti Socialiste, qu'il faut dissoudre, selon votre dernier livre sorti cette année. C'est tout naturellement, semble-t-il, que vous choisissez le MoDem pour vous présenter aux prochaines élections européennes dans la région Est. Ainsi, après tant d'années d'observation, de commentaires, d'engagement, vous semblez donc bien placé pour deviner où on va et comment on y va. Merci de votre présence, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Encore que j'ai appris récemment qu'on ne dit plus mademoiselle. Il paraît que c'est vieux jeu. Mais je suis vieux jeu. En vérité, je n'ai pas été très honnête en donnant ce titre à ce livre, parce que on ne sait pas où l'on va. En revanche, j'ai essayé d'expliquer comment on y va. Ça oui. Autrement dit, quel est le processus de l'évolution sociale, de l'évolution des sociétés. Et il est difficile de dire où l'on va, d'abord pour la raison qu'un homme de bon sens avait très bien résumé, c'est que le plus difficile à prévoir, c'est l'avenir. Encore qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont du mal à deviner même le passé. Mais pourquoi c'est difficile de dire où l'on va ? Eh bien, pour une raison tout simple, c'est que ça dépend de nous. En partie de nous. Même si on peut analyser une réalité objective et dire, eh bien voilà, compte tenu des événements, il est prévisible que cela ou cela puisse se passer. Même dans ce cas-là, il est bien évident qu'il y a des initiatives individuelles, des volontés individuelles, des hasards, des enchaînements de hasards, même si le hasard est un déterminisme qu'on ignore, qui font qu'il est impossible, et heureusement d'ailleurs, car il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait que l'application de règles scientifiques, fait qu'on ne peut jamais complètement deviner l'avenir. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple qui me passe par la tête. Je vous dirai tout à l'heure que ce qui se passe, on aurait dû le prévoir. Que c'était évident que ça se passerait, mais on ne savait pas quand ça se passerait et comment ça se passerait. Aujourd'hui, on peut craindre que, après la crise que nous traversons, il y ait un vrai risque qui est la deuxième bulle, qui est la bulle des bons du Trésor. Aujourd'hui,
Et demain, pour venir à bout de cette crise, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça ne sera pas tout à fait comme 1929, car c'est étrange d'ailleurs, la crise que nous connaissons a commencé exactement selon le processus de 1929, ce qui d'ailleurs déjà nous indique un élément, c'est qu'à la fois on ne peut pas dire qu'on peut prévoir une réalité, c'est pas mécanique, et à la fois il y a des lois, et qu'il est quand même important aussi de connaître les lois. À savoir que malgré tout, un certain type de causes ont un certain type d'effets. Est-ce que, peut-être certains le savent, parce que je suis ici dans un temple de la réflexion financière et économique, et je m'en réjouis, mais en 1929, quelle est la cause de la crise de 1929 ? Il y en a deux importants. L'une, c'est une bulle immobilière qui s'était en particulier, qui avait pris une forme particulièrement exacerbée à travers une spéculation sur les terrains en Floride. C'était le début où la Floride attirait les premiers touristes, etc. Mais l'autre, c'était le fait qu'il y avait déjà un boom boursier, il y avait une forte croissance et un boom boursier, comme toujours d'ailleurs. C'est juste avant la crise que la bourse a atteint son maximum, c'est ce qui s'est passé en 29, ce qui s'est passé cette fois. Or, on avait mis en place un système qui permettait d'acheter des actions en payant 10% de la somme, mais en empruntant 90%. Ça ne vous rappelle rien ? C'est-à-dire ce système-là, qui avait gonflé la bourse, et qui donc avait exaspéré une bulle purement financière, déconnectée de l'économie réelle, par endettement, puisqu'on empruntait 90% de la somme, mais c'est exactement le mécanisme qui a provoqué la crise que nous traversons. Et d'ailleurs, le premier choc boursier, qui est le fameux mardi et vendredi noir de la bourse, eh bien, ont provoqué un décrochage de la bourse qui n'est pas sans rappeler le décrochage que l'on a connu il y a de cela en septembre, il y a 2 mois. C'est à peu près du même ordre. Simplement, première remarque, on ne peut pas en déduire que puisque le processus de déclenchement est le même et que ça a commencé pareil, les conséquences seront les mêmes. Pourquoi ? Mais pour une raison, et là je reviens à l'idée, ça dépend de nous, pour une raison évidente, c'est que, entre-temps, à cause de la crise de 29, on a pris un certain nombre de mesures et que le feedback de ces mesures font que ça ne peut pas tout à fait se passer comme ça s'est passé en 29. D'abord, premièrement, une grande différence, c'est qu'en 1929, Roosevelt a été élu 3 ans après. Autrement dit, le type de politique laxiste qu'avait provoqué un gouvernement, disons, ultralibéral, c'était le cas aux États-Unis avec Hoover, n'a pu être remise en cause et corrigée que 3 ans après, grâce à l'élection de Roosevelt. Et là, vous voyez, ça illustre bien que ça dépend de nous, parce que imaginez que les Américains, au lieu d'élire Roosevelt, aient réélu Hoover, ou réélu un candidat de la même orientation. Ça aurait changé, évidemment, le cours de l'histoire. Alors que là, et on le doit également au peuple américain et aux électeurs américains, l'homme qui peut faire un New Deal n'arrive pas 3 ans après, il arrive 2 mois après. Le fait que si New Deal il y a, c'est 2 mois après, peut naturellement changer les choses et faire en sorte que ça ne prenne pas l'ampleur de 1929, ou du moins que ça ne prenne pas la même forme. La deuxième différence, c'est que, je vous l'ai dit, l'effet de feedback des mesures qui ont été prises après la crise de 29. En 1929, il ne faut quand même pas l'oublier, quand on vous dit qu'il y a eu 18 à 20 millions de chômeurs aux États-Unis, il faut bien voir que ces chômeurs-là, et d'ailleurs même chose en France ou en Allemagne, n'avaient pas d'indemnité chômage. Il n'y avait pas de minima sociaux ou de RMI. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Or, qu'est-ce qui soutient en temps de crise la consommation ? Qu'est-ce qui mécaniquement insuffle des liquidités dans la machine ? C'est justement ce type de protection sociale dont on voit tous les inconvénients en période de croissance et que l'on montre du doigt
comme étant des sources de déficit étatique et de gonflement de la dette, mais qui, en période de crise, deviennent un édredon absolument considérable, parce que du même coup, même les chômeurs peuvent consommer, ceux qui reçoivent des minima sociaux peuvent consommer, le système de santé, les laboratoires, etc., peuvent tourner grâce à la sécurité sociale, etc. Mais imaginez qu'en 29, il n'y avait pas ça. Autrement dit, lorsqu'il y a eu 15 millions de chômeurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ne pouvaient plus consommer. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que la vérité, c'est que comme c'était impossible, comme si tout à coup on avait 20 millions de personnes, 25 millions de personnes qui ne peuvent plus du tout consommer, d'abord c'est impossible socialement, parce qu'il y a un moment où la révolte devient la révolte même la plus sauvage, même devient la seule issue, si c'est ça, ou la faim, ou la mort de faim. Donc on ne peut pas l'accepter. Et que de toute façon, ce n'était pas possible d'accepter une telle effondrement de la consommation. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, avant l'arrivée de Roosevelt et le lancement du New Deal, il y a déjà eu, comme aujourd'hui, exactement la même chose qu'aujourd'hui, il y a déjà eu de la part de gouvernements néolibéraux, on pouvait dire ultralibéraux pour l'époque, il y avait déjà eu en catastrophe un appel à l'État, en catastrophe des investissements publics et surtout en catastrophe des aides aux chômeurs et des aides à ceux qui, sans cela, seraient morts de faim. Et donc, l'effet de feedback, encore une fois, de toutes les mesures qui ont été prises en frais 29, c'est le grand paradoxe, et qui, encore une fois, étaient montrées du doigt par les libéraux les plus dogmatiques, sont sans doute les mesures grâce auxquelles le capitalisme aujourd'hui est moins menacé qu'il l'était en 1929. Ça, c'est le grand paradoxe. Or, ce que je voulais vous indiquer comme possibilité de prévision, c'est que, comme également au moment de la crise de 29, après l'arrivée de Roosevelt, les États, et particulièrement les États-Unis, insufflent dans la machine tellement de liquidités, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en vérité empruntent des masses tellement énormes pour pouvoir essayer de faire repartir la machine financière et la machine économique, et pour empêcher un drame social tellement considérable que nous allons avoir des augmentations absolument vertigineuses des déficits publics. Aux États-Unis, aujourd'hui, on est dans une dynamique qui devrait conduire à des déficits publics de l'ordre de 8% du PIB. Quand vous vous rappelez à quel point, et légitimement, le fait qu'on dépasse 3% en France était considéré, comme on le disait, comme un risque considérable que nos enfants et nos petits-enfants allaient payer très cher, vous imaginez ce que peuvent représenter un déficit de 8% du PIB. Or, aux États-Unis, ce qu'on ne précise pas, quand on donne le chiffre du pourcentage de déficit par rapport au PIB, de déficit budgétaire, on ne prend pas en compte le déficit des services sociaux, des organismes sociaux, alors qu'en France on en prend en compte, et on ne prend pas en compte le déficit des États américains ou des collectivités locales, alors qu'en France on en prend en compte. Si on les prenait en compte, mais je ne connais pas le chiffre exact, alors nous avons des déficits, mais absolument vertigineux, qui peut-être sont de 10, de 11 ou 12% du PIB. Donc, il y aura, je veux dire, on ne l'a pas encore, mais on va vers ça. Donc, imaginez ce que représente et ce que va représenter la dette américaine d'ici 2 ou 3 ans. Or, un gouvernement, et surtout d'ailleurs un nouveau gouvernement qui au fond intériorise l'idée qu'il n'y est pour rien, qu'il a hérité d'une situation absolument catastrophique. Un gouvernement qui est confronté à une telle montagne de dettes d'autant plus considérable que plus on emprunte, déjà c'est formidable qu'on arrive à trouver des créanciers. Mais ça s'explique, parce que la logique devrait dire, attendez, ils empruntent, d'où ça vient, ils trouvent toujours des gens qui leur prêtent, qui osent leur prêter, qui n'ont pas peur de cette montagne de dettes. Le type, normalement, dans la vie quotidienne, si vous êtes endetté jusqu'au cou, je vous prête plus. Je me renseigne d'abord, et du coup, je vous prête plus. Et là, on continue à prêter. Pour une raison tout simple, c'est qu'il y a une telle fuite devant les actions de bourse
que du même coup les obligations deviennent un refuge et que les gens disent « Ouh là là, on n'a plus du tout confiance dans une bourse qui a été pourrie par des actifs absolument exotiques, des produits dérivés absolument ubuesques, on n'a plus confiance. Au moins un État, c'est un État ne peut pas faire faillite. » D'ailleurs, c'est pas vrai, un État peut faire faillite, on l'a vu en Argentine, mais en revanche, un État ne peut pas faire faillite s'il fabrique sa propre monnaie. L'État qui fait faillite, c'est l'État qui vit, dont le commerce est rythmé, structuré par une monnaie qui n'est pas la sienne. C'est le cas de l'Argentine avec le dollar. Mais un pays qui fabrique sa propre monnaie, et surtout si un pays fabrique sa propre monnaie et que cette monnaie est une monnaie de référence, par définition ne peut pas faire faillite. En revanche, s'il est confronté à une montagne inouïe de dettes, énorme de dettes, avec des agios de plus en plus forts, parce que si en revanche il trouve des prêteurs, ces prêteurs vont demander toujours plus d'intérêt à certains moments, à mesure où la tête grossit, on ne sait jamais, eh bien, quelle est sa tendance à un certain moment, quand on sera sorti de la crise? Mais la tendance est évidente, de recourir à l'inflation pour faire baisser l'ampleur de la dette. Et c'est ce qui s'est passé. On n'ira pas jusque-là, mais on fait référence à 29. Je signale un autre exemple, c'est quand, après la guerre de 14-18, on a imposé à l'Allemagne des réparations absolument considérables qui le forçaient à sortir chaque année des milliards et des milliards. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eux-mêmes encouragé une inflation qui ensuite d'ailleurs leur a échappé parce que on en est arrivé à considérer qu'il fallait payer 50 milliards un paquet de cigarettes. Et quand on allait au restaurant, il fallait manger très vite tellement le prix augmentait entre le début du repas et la fin du repas. Donc ça a échappé, si vous voulez, aux apprentis sorciers. Mais n'empêche que le gouvernement allemand a joué l'inflation parce que ça faisait baisser naturellement les sommes qu'il s'était engagé à rembourser ou à payer. Eh bien, la tendance, évidemment, sera de recourir à l'inflation pour faire baisser la dette. Or, les États-Unis, c'est facile de recourir à l'inflation, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, la même que pour laquelle ils ne peuvent pas faire faillite, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à fabriquer de la monnaie. S'ils fabriquent de la monnaie, ils créent de l'inflation. S'ils créent de l'inflation, le montant de leur dette diminue. Or, un certain nombre de pays, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Japon, c'est le cas des pays du Golfe, mais c'est aussi le cas d'un certain nombre de pays européens, ont toute leur fortune, leurs économies, ou en bons du trésor américain, comme la Chine et le Japon, ou en dollars. Et donc, un effondrement des bons du trésor américain et des dollars, parce que l'Amérique recourrait à l'inflation pour faire baisser sa dette, serait une deuxième bulle qui exploserait et aurait une répercussion absolument catastrophique. Ça, c'est le raisonnement. Mais dans la mesure où je vous le dis, et où tout le monde peut le dire, on peut quand même imaginer que les hommes soient assez raisonnables pour réfléchir dès maintenant à la façon d'empêcher que cette catastrophe intervienne. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront, puisqu'ils auraient dû le faire pour le premier processus d'explosion de la dette, ils ne l'ont pas fait. Mais on peut imaginer qu'ils le feront. Et donc, même dans ce cas-là, alors que les conditions objectives d'une explosion d'une deuxième bulle sont réunies, on ne peut pas affirmer que ce pire est devenu sûr. D'ailleurs, est-ce que vous auriez pu imaginer que ce que j'appelle les néolibéraux, et qui ne sont pas les libéraux, si on a le temps tout à l'heure, si des questions sont posées, je suis tout à fait prêt à expliquer pourquoi il y a pour moi une grande différence entre libéral et néolibéral. Est-ce que vous auriez pu imaginer que les néolibéraux, qui répétaient, c'était leur leitmotiv, et ils n'avaient pas totalement tort, que d'abord, il fallait libérer l'économie en allégeant toujours plus le poids de l'État. Mais il disait aussi, et c'est là où il n'avait pas totalement tort, il mettait en garde contre des déficits budgétaires de l'ordre de 3 à 3,5% du PIB, c'était loin de ce qu'on a maintenant. Donc il mettait en garde contre des déficits budgétaires, appelait à une rigueur budgétaire, et critiquait, stigmatisait, non sans raison, ce qu'ils appelaient l'impérialisme de l'assistanat, une société d'assistance, qui perd du même coup
comment dirais-je, son dynamisme créatif et innovateur. Or, qui aurait pu imaginer que ces mêmes néolibéraux en arriveraient, sous le coup de la crise, provoquée en partie par des mesures qu'ils ont prises, qui est la dérégulation exagérée, la déréglementation exagérée, à installer un assistanat total. Car enfin, si on résume la situation qu'on est en train de créer, on peut dire qu'on est passé du système du tout assistanat aux pauvres à un système du tout assistanat total où on assiste même les riches. C'est-à-dire qu'on n'assiste plus aujourd'hui, et ils sont d'accord, et eux-mêmes en appellent à cela, on n'assiste plus simplement les chômeurs ou les exclus, on assiste les banques, on assiste l'automobile, on assiste les sociétés industrielles, on assistera à la métallurgie. Bref, le paradoxe qui fait que ce sont souvent des néolibéraux critiques et justes critiques de l'assistanat qui finiront par inventer le plus total et le plus radical assistanat qu'on ait quand même vu depuis longtemps, qui aurait pu l'imaginer. Mais on devrait se méfier. Quand je vous disais l'avenir sera ce que nous le ferons, j'aurais dû ajouter l'avenir dépendra de notre capacité à nous émanciper des pesanteurs, des dogmes et des schémas. Parce que on ne pouvait sans doute pas prévoir ce paradoxe que je viens de vous décrire. Mais on pourrait quand même, en revanche, ensuite réfléchir sur ce qu'il signifie. Et un certain nombre de gens, exactement comme hier, quand le système dit socialiste a fait faillite, auraient dû quand même plus rapidement qu'ils ne l'ont fait s'interroger sur la fiabilité du système qu'ils défendaient et ne pas se dire, comme ils l'ont dit sans arrêt, « Ah, c'est pas le socialisme qui marche pas », ce que disaient les communistes français par exemple, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. De la même façon que les néolibéraux français, quand ça a commencé, ou anglais d'ailleurs, n'a pas marché, on dit exactement la même chose, c'est pas le néolibéralisme qui marche pas, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Mais on ne pouvait pas imaginer ce paradoxe, encore que on devrait réfléchir à un processus qui fait qu'il y a 40 ans, 50 ans, à cause de la crise de 29, sous l'influence du traumatisme provoqué par la crise de 29, dans le sillage du New Deal rooseveltien et ensuite de certaines initiatives prises aussi bien par les démocrates chrétiens, par des gaullistes que par la social-démocratie scandinave, on a créé ce qu'on appelait une économie sociale de marché, c'est-à-dire en d'autres termes aussi une économie mixte. Dans cette économie mixte, il y avait en effet un État, ou l'État, qui pouvait être banquier. Il n'était pas seul banquier comme dans un pays socialiste. Il y avait beaucoup de banques et qui fonctionnaient en économie de marché totalement libre. Mais il y avait le Crédit Lyonnais, par exemple. Il y avait en effet, l'État était entre autres marginalement banquier. Enfin, pas d'ailleurs banquier, il n'était pas que marginalement parce que les institutions financières étatiques avaient un très grand poids dans l'économie. Il était aussi industriel. Il était aussi planificateur. Il était aussi initiateur. Industriel, il l'était avec la Régie Renault, ou il était avec d'autres entreprises. Et on a naturellement instruit le procès de cet État qui n'avait pas à être banquier, qui n'avait pas à être industriel, qui n'avait pas à être même trop planificateur. Et c'était légitime, c'était le débat, c'est le débat entre sociodémocrates et libéraux, c'est un débat tout à fait normal. Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'à mesure où, en effet, on a expulsé l'État de l'ensemble de ces espaces, et on l'a expulsé. Et ça, c'est une des faiblesses des néolibéraux, un peu comme je vous parlais tout à l'heure de la faiblesse des idéologues socialistes qui se sont interrogés sur
la pertinence de leur système que lorsqu'il s'est écroulé totalement. Ce qui montrait qu'il y avait un problème dans l'idéologie, on aurait dû le voir plutôt néolibérale, c'est le discours qui fonctionnait encore jusqu'à il y a 6 mois, qui consistait à dire la même chose que ce qu'on disait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est-à-dire le discours ne changeait pas plus que le discours des marxistes n'a changé pendant 40 ans, donc à tenir le même discours, en particulier l'État omniprésent, trop d'État, la pression de l'État, la bureaucratie, etc., ce qui n'est pas faux, mais exactement comme s'il ne s'était rien passé pendant 40 ans. Or, il s'est passé beaucoup de choses puisqu'ils avaient gagné. Peut-être était-ce bien qu'ils aient gagné ou mal, ça c'est un débat, mais ils avaient gagné. Si vous comparez le poids de l'État dans les années gaullistes, par exemple, ou même sous Giscard ou Pompidou, et le poids de l'État après le phénomène de libéralisation depuis 20 ans, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus d'État banquier, il n'y a plus d'État industriel, il n'y a plus d'État innovateur, il n'y a plus d'État planificateur. C'est le transformation. Comment donc pouvait-on continuer à tenir le discours que l'on tenait lorsqu'il y avait cela, alors qu'il n'y avait plus cela? Ça, c'est la première remarque. Mais là, ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y avait toujours, non seulement toujours autant d'États, mais qu'en vérité, il y avait plus d'États. Or, on ne l'a pas voulu le voir. C'est-à-dire qu'une déréglementation trop rapide, ou accélérée ou exagérée, une dérégulation trop rapide, exagérée ou accélérée, ou même dans certains cas un retrait de l'État trop rapide ou trop radical, et en particulier l'abandon de ses fonctions régulatrices ou de ses fonctions planificatrices, a provoqué dans certains pays de tels dégâts sociaux ou creuser de telles inégalités, qu'en revanche, il a fallu faire appel à un État brancardier, à un État médecin, à un État infirmier, à un État réparateur, à un État service d'ordre, beaucoup plus considérable, dont le poids était encore plus considérable qu'il n'avait jamais été au moment de l'économie mixte. Au point d'ailleurs que c'est dans ce système-là que l'État, pour le coup, est devenu franchement inquisiteur, et qu'il a commencé à vous dire comment vous deviez vous attacher dans la voiture ou pas vous attacher, qu'est-ce qu'il fallait boire et où le boire, ce qu'il fallait fumer et pas fumer, etc. Parce que sans quoi, sécurité sociale, parce que sans quoi, frais hospitaliers, parce que sans quoi cela. Autrement dit, le fait que cette libéralisation qui a fait reculer l'État dans des espaces où il était tout ce que je vous ai dit, a provoqué une excroissance et une omniprésence de l'État, mais dans une fonction d'assistanat, justement, eh bien ça, par exemple, les néolibéraux ne l'ont pas analysé. Ils ne sont pas sortis de leur discours. On a eu le même phénomène qu'on a eu avec la pensée marxiste pendant très longtemps. Voilà donc une remarque, mais en même temps, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ne l'ont pas analysé, mais c'est aujourd'hui ce qui fait, ou ce qui fera peut-être, que la crise de 29 n'aura pas la même incidence sur le plan purement économique, à cause du fait que cet État-là, l'État infirmier, réparateur, brancardier, flic, pompier, etc., brasse beaucoup plus d'argent, beaucoup plus, ou disons en d'autres termes coûte beaucoup plus cher que ne coûtait l'État intervenant dans le système financier ou le système industriel il y a 40 ans, au moment de ce qu'on appelle les 30 glorieux. Époque dont je voudrais dire quand même en passant qu'elle n'était peut-être pas aussi catastrophique ou aussi lamentable qu'on veut bien nous le dire aujourd'hui, puisque même ceux qui l'attaquent ou qui le stigmatisent reconnaissent qu'elle s'appelait les 30 glorieuses. Donc, c'est de notre capacité à tous, dans nos options différentes, compte tenu des idéologies qui sont les nôtres, dans nos capacités à ne pas laisser nous enfermer dans un discours mécanique et à prendre à bras-le-corps la réalité, à l'analyser, que dépendra notre capacité de peser et d'agir sur la façon dont les événements se dérouleront.
Car on peut au fond se demander comment on a pu en arriver là quand même. D'abord, on a appris que cette année, ce mois-ci, il y a eu une augmentation de 47 000 croix chômeurs, ce qui est une augmentation très très forte en un mois, et d'autant plus forte qu'on est, personne ne le nie, au début de la crise. On voit bien que tous les plans sociaux que l'on nous annonce, c'est depuis un mois et demi, et que les chiffres du chômage rendent compte d'une situation d'il y a 2 mois. Et donc, or, j'entendais les commentaires. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'entendais les commentaires à la radio. Et j'entendais dire, d'ailleurs, on n'a pas assez insisté, disait-il à la radio, mais c'est eux qui n'avaient pas assez insisté quand ils disent ça. On n'a pas assez insisté sur le fait que les créations d'emplois depuis quelques mois, dans la période où le chômage avait un peu baissé, étaient surtout des créations d'emplois précaires, d'intérim ou à mi-temps. Sauf qu'on l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Et pourquoi on n'a pas plus pris en compte? Mais il y a mieux ou pire. J'entends dire enfin, toujours sur les radios, et j'entends dire par des gens de toute opinion, pour le coup, de toute sensibilité, qu'on paye une erreur qui a été très forte, qui est d'avoir exonéré les heures supplémentaires des charges. J'ai été moi-même chef d'entreprise pendant 20 ans, car finalement j'ai dirigé un journal, c'est une entreprise. Et comme c'est la seule entreprise avec le charbon qui vend son produit en dessous de son prix de revient, je peux vous dire que pour la gérer, il faut le faire. Je sais très bien que si les heures supplémentaires me coûtent moins cher que de créer un emploi, eh bien, en période de crise, je multiplie les heures supplémentaires plutôt que de créer des emplois. Jusqu'au moment où, de toute façon, je ne créerai pas d'emplois, je ne multiplierai pas non plus les heures supplémentaires parce qu'il n'y aura plus tout simplement d'activité. Or, on l'a dit, c'est le bon sens, n'importe qui peut comprendre ça. Et pourquoi ne l'a-t-on pas vu? Pourquoi ne l'a-t-on pas pris en compte? Pourquoi n'a-t-on pas écouté, au moins écouté, pour voir si c'était vrai? C'est là où c'est terrible, finalement. Non pas le fait qu'il y a une gauche, une droite, un centre, un je ne sais quoi, des libéraux, des socialistes, etc., ça c'est bien, c'est la démocratie, mais le fait que quand on est enfermé dans un dogme, on en arrive à plus écouter l'autre ou prendre en compte le fait que peut-être l'argument de l'autre est valable. Je suis sidéré de cela. C'était tellement évident que c'était une faute, l'exonération des charges pour les heures supplémentaires en période de crise, que je suis absolument sidéré qu'on n'ait pas pris en compte cette remarque. De la même façon, et je crois autant que c'est surtout la gauche qui a commis cette faute, de la même façon qu'il n'est pas obligé d'avoir passé par votre école et d'avoir fait l'ensemble du cursus pour comprendre que l'exonération de charges ciblée sur 1,5 fois le SMIC allait avoir un effet de smicarisation et de précarisation de la société française, où, au moment où on a, en l'occurrence, en période de crise, sacrément besoin d'emplois stables et pérennes qui soutiennent l'activité. Pourtant, on l'a dit. Je suis de ceux qui l'ont dit, mais il y en a des centaines à avoir dit. Mais attendez, cibler sur 1,5 fois le SMIC la baisse des charges, attendez, moi j'étais patron d'entreprise, mais même si on n'est pas patron d'entreprise, on comprend bien que vous avez intérêt à ne créer que des salaires en bas, en dessous, ou 1,5 fois le SMIC. Et que ça a eu un effet de paupérisation de la société absolument considérable. Je prends un autre exemple où là c'est ni la gauche ni la droite, c'est le gouvernement de droite mais d'avant. Comme ils ne s'aiment pas, donc c'est équilibré. J'entends dire qu'il y a eu beaucoup de faillites de petites sociétés de camionneurs à cause de la crise. Mais que ce qui a aggravé leur situation, c'est l'augmentation des péages d'autoroute depuis la privatisation des autoroutes. Mais attendez, le propre d'une autoroute, c'est d'être pas concurrentiel. Faudrait quand même être un peu fou pour construire une autoroute parallèle et à côté d'une autre autoroute. On n'a jamais vu ça. Donc, par définition, pour aller d'une ville en une autre, il n'y a qu'une seule autoroute. Donc, c'est une situation de monopole. Mais privatiser une entreprise en situation de monopole, ça a toujours provoqué l'augmentation des prix.
On l'a dit, pourquoi on n'écoute pas? Pourquoi on ne prend pas en compte quand c'est du bon sens, quand c'est pas de l'idéologie? Eh bien oui, la privatisation des autoroutes en situation de monopole a provoqué une flambée des péages, et la flambée des péages en période de crise a affaibli les entreprises de camionnage. Je pourrais vous prendre un autre exemple. Cette fois, la preuve n'est pas à 100%, n'a pas encore été faite, mais je vous donne mon billet qu'on en entendra parler dans les mois qui viennent. De la même façon que moi, je ne suis pas contre, a priori, idéologiquement, l'idée de pouvoir prendre sa retraite à 70 ans. Je le dis, ça peut peut-être choquer des gens ici, mais je ne suis pas contre. Mais reconnaissez que décider ça en période de crise et de remontée du chômage, c'est quand même pas totalement adéquat. C'est n'importe qui, là aussi, même un enfant de 12 ans peut comprendre ça. Bon. Eh bien, peut vous dire que la loi sur le commerce qui met face à face les PME avec les centrales d'achat, or des centrales d'achat qui, dans certaines régions, vous le savez, contrôlent jusqu'à 60 ou 70% de la distribution, et donc ne les met pas en situation de pouvoir défendre les prix qui leur permettent de vivre, ou les marges qui leur permettent de vivre, je peux vous dire qu'en période de crise qui affaiblit les PME, ça va faire des dégâts terribles. Là aussi, on a essayé de le dire. Et pourquoi que ce soit les uns ou les autres, enfermés dans une espèce de dogmatique, on n'entend pas des remarques de bon sens comme cela. Et si je vous dis ça, c'est parce que il y a, en juillet 2006, Marianne avait fait une une. À l'époque, je dirigeais le journal, je n'avais pas quitté. On avait fait une une qui s'appelait les 4 bombes au sein du système capitaliste. C'était la une du journal. Et c'était, les 4 bombes, c'était la bulle immobilière américaine et le système des subprimes, la folie du système des subprimes. C'était le fait que l'économie américaine finançait sa croissance par la cavalerie, par un système de cavalerie. C'était le rôle des fonds spéculatifs, etc. Eh bien, je ne dis pas ça du tout pour vous dire, regardez comme on était fort. C'était vraiment cela, hein, et c'était la une. On n'avait absolument aucun mérite, car c'était évident. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment a-t-on pu ne pas réagir à une série de risques ou d'absurdités, d'irrationalités aussi flagrantes. Alors je sais bien qu'il y a une raison. Elle est humaine. Il y aura toujours cette raison. C'est ce qui fait que les empires, par exemple, finissent toujours par mourir parce qu'ils vont trop loin dans leur expansion. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où vous dites, ça a tellement marché jusque-là que ça va bien encore marcher quelques minutes. Et à force de dire ça va encore marcher quelques minutes, on arrive forcément à la minute de trop, où ça ne marche plus. Ça, on peut admettre ça. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Mais on peut avoir des Cassandres. Je veux dire des gens qui ne sont pas tellement intéressés personnellement par le système, qui puissent dire c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr, des gens l'ont dit. Mais d'abord, parmi ceux qui l'ont dit, beaucoup le disent par principe. Et en particulier à l'extrême gauche, il y a des gens qui l'ont dit, mais ils le disent tout le temps. C'est-à-dire, ils annoncent tous les mois l'effondrement d'un système capitaliste qui ne peut pas marcher. Donc on ne les entend pas, on ne les écoute pas, c'est logique. Mais parmi ceux qui ne sont pas eux-mêmes enfermés dans cette contre-dogmatique, pourquoi y a-t-il si peu de gens, en particulier chez les financiers, sauf le secrétaire au Trésor américain, ou plutôt non, le patron de la Fed américaine, qui alors lui c'est extraordinaire parce que, vous vous souvenez, il a mis en garde contre, je ne sais plus quelle était l'expression égale, une bulle irrationnelle, je ne sais plus quelle était, que c'était quelque chose de fort, mais il n'en a tiré aucune conclusion. Lui, il l'a dit au moins. Mais après, il est rentré chez lui, on a continué comme avant. C'est un cas qu'il faudrait psychanalytiquement analyser. Et d'ailleurs, je vous signale que lui, c'est un homme remarquable, même s'il s'est trompé et même s'il est extrêmement responsable de la crise. D'abord, parce qu'au moins il l'a dit, même s'il n'en a tiré aucune conséquence, mais qu'il est quand même le seul, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui, convoqué par le Congrès
qui fait une enquête sur les responsabilités de la crise, a fait une autocritique inouïe en disant « je me suis trompé, totalement trompé, je n'endors pas la nuit, etc. » Il y en a peu, entre parenthèses, qui ont eu l'honnêteté de ce discours. Donc, et non seulement on ne l'a pas vu, mais on entend dire, et j'entends dire constamment, ça on ne pouvait pas le prévoir. Mais enfin, une économie virtuelle, financière, qui brasse des fortunes représentant 50 fois les fortunes que brasse l'économie réelle. Ça peut durer ? Est-ce que ça peut durer ? Ça ne peut pas durer. C'est une aberration, 50 fois plus. Or, ce n'est pas simplement de l'irréalité, ce n'est pas simplement troublant pour l'esprit cartésien. Un des paradoxes, et je crois que ça a été très peu analysé, c'est que ce qu'on appelle l'économie virtuelle ou financière, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contrepoids tangible en marchandises ou en production de services, elle a quand même un poids dans l'économie. Ne serait-ce que pour la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure en 29, avec l'achat d'actions, c'est que cet argent qui n'existe pas et qui ne repose sur aucune valeur réelle, vous pouvez quand même s'en servir. Et vous, en servant, vous faites marcher l'économie réelle. S'il n'y avait pas cette médiation, ça n'aurait aucune importance. Bon, ça serait aberrant, il y aurait un divorce, bon, et après. Mais non, c'est que cette économie virtuelle, c'est-à-dire cet argent qui n'existe pas, contribue à faire marcher l'économie réelle. Sauf que quand cet argent qui n'existe pas, vous apercevez qu'il n'existe pas, eh bien forcément ça provoque la crise de l'économie réelle. Au fond, on a vécu, je ne sais pas si certains connaissent le fameux conte d'Andersen, de ce roi extrêmement d'abord tyran, absolument implacable et très vaniteux, à qui on avait dit qu'on avait trouvé un couturier qui faisait des vêtements avec un fil absolument merveilleux, sublime, magnifique, tellement beau, etc., que quasiment on ne le voit pas. Alors, il le fait venir, il lui prend ses mesures, et il lui fait un habit de roi formidable. Alors, il est bien étonné de l'habit, parce qu'il dit, oui, je ne vois vraiment rien, j'ai l'impression d'être à poil. On dit, oui, c'est une impression, mais en vérité, c'est magnifique. Bon, enfin, on lui fait croire. Et comme c'est un tyran terrible, il sort dans la rue totalement à poil, mais tout le monde dit, oh, que le roi a un beau costume, que le roi a un beau costume, les flics sont là, et si un type dit quelque chose d'autre, hop, il est arnaqué. Bon. Puis il y a un gosse de 5 ans qui est là et qui dit « Ah maman, le roi il est tout nu !» Et à ce moment-là, rire total, tout le monde se dit « Ah oui, le roi est nu » et effondrement du système. Si au fond, il y a un peu quelque chose comme ça. Encore que la nudité du roi ne faisait pas marcher l'économie du royaume. Tandis que là, la nudité de l'économie financière fait marcher l'économie du royaume. Donc, on aurait dû prendre conscience de cette aberration, d'autant que c'est exactement ce qui s'est passé en 1929. Il y a encore des gens qui vous disent c'est pas grave qu'il y ait une telle divorce entre économie réelle et économie virtuelle. Il y a chez les théoriciens économistes, il y en a qui vous le disent. La première remarque, c'est ce que je viens de faire. Ils ne prennent pas en compte qu'on fait marcher la machine avec l'économie virtuelle. Elle est virtuelle, mais pas au point de ne pas contribuer à un faux fonctionnement de l'économie réelle. Mais l'autre est d'ordre philosophique. Or, est-ce que vous croyez, et est-ce que c'est jamais existé, qu'on puisse penser un système économique sans jamais tenir compte d'une dimension rationnelle, d'une dimension philosophique ou d'une dimension morale? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'a jamais été possible? Or, il y avait, dans ce super gonflement de l'économie virtuelle et financière, il y avait un problème philosophique et moral essentiel. C'est que, qu'est-ce qui justifie le libéralisme? Qu'est-ce qui est le fondement du libéralisme? C'est le fait que le capital est médiateur, et que l'argent qui sert au capital est médiateur. Il est médiateur entre le capital, justement, qui investit, et le producteur qui produit la marchandise. Et c'est l'alliance du capital et du travail qui produit la marchandise. Il est médiateur premièrement entre le capital et le travail, et il est médiateur ensuite entre la marchandise et le consommateur. Et pour que ça fonctionne, il faut une force intermédiaire, un médiateur, et c'est l'argent. Voilà.
Or, dans l'économie financière, qu'est-ce qui caractérise l'économie financière? C'est que l'argent n'est plus médiateur que de lui-même. C'est l'argent qui crée l'argent. C'est l'argent qui s'enroule autour de l'argent. C'est l'argent qui dope et qui gonfle l'argent. Autrement dit, l'homme disparaît. L'homme, en tant que médiateur, disparaît. L'argent est médiateur de lui-même. Mais un système humain qui a éradiqué le rôle de l'homme comme médiateur, qui est son rôle essentiel, est-ce que ça peut moralement et philosophiquement tenir? Et pourquoi s'est-on interdit à se poser ce type de questions? De la même façon, la bulle, je n'y reviendrai pas parce que vous connaissez le problème par cœur, le fait que on crée une bulle immobilière, dans la mesure où on l'a déjà fait, on devrait se méfier. Il y a un moment, j'espère qu'on va le décider maintenant, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un organisme international qui dit à un moment, attention, danger, bulle, il faut prendre des mesures. Là, il n'existe pas quasiment. Vous n'entendez jamais une sorte de ONU économique qui met en cause le fait qu'il y a un risque de dérapage parce qu'il y a eu bulle financière, et en particulier bulle immobilière. Parce que, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, l'autorégulation, ce n'est pas vrai. On attend toujours la minute où on va encore pouvoir gagner le maximum. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autorégulation, il faut bien d'autres formes de régulation. Mais dans le cas des États-Unis, il y a là une spécificité. Là, on ne peut pas comparer en 29 parce que c'est totalement nouveau. C'est que c'est la première bulle qui s'est créée avec l'argent des pauvres. D'habitude, les bulles se créent avec l'argent des riches. Et, or, une des spécificités américaines, c'est que le pouvoir d'achat moyen aux États-Unis a baissé depuis 15 ans. Et en particulier, le pouvoir d'achat du travail a baissé depuis 15 ans. Et donc, il a tellement baissé, quand je dis tellement baissé, ce n'est pas écroulé, mais le fait qu'il n'augmente pas et qu'il baisse même un peu, faisait qu'il ne pouvait pas soutenir en soi l'activité économique en tant que consommation. Et donc, il fallait le doper artificiellement par le crédit. Et donc, c'est un manque d'argent qui était dopé par le crédit, et non pas un surplus d'argent qui voulait avoir encore plus, comme ça se passait en 29. D'où cette idée, qui était logique, compte tenu de cette perversion, cette idée de doper la consommation des plus pauvres par des prêts hypothécaires pour leur permettre d'avoir un logement. On aurait pu quand même, à un certain moment, s'interroger sur la fiabilité d'un tel système. Mais on aurait aussi un peu s'interroger sur le système qui consistait à titriser ce crédit. Finalement, un crédit, c'est comme une obligation. C'est la même chose qu'un État qui emprunte. Un État qui emprunte, ça s'appelle une obligation, un bon du Trésor. On a traité l'emprunt de ces pauvres comme une obligation, c'est-à-dire comme un bon du Trésor. Et donc, on a titrisé ces bons du Trésor, on les a découpés en rondelles, et on les a vendus à des banques pour pouvoir ne pas avoir trop de risques. Des banques les ont achetés, et ils les ont intégrés à d'autres types d'obligations ou à d'autres types d'actions, dans des portefeuilles énormes. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Qu'il y a eu un effet paella. Quand vous avez une paella avec 2 moules pourris, vous êtes obligé de jeter toute la paella. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans la banque, c'est-à-dire en intégrant ces obligations sur des crédits à des pauvres folles dans un système général, comme de toute façon on ne pouvait plus les retrouver, c'est comme la moule pourrie, vous devez jeter absolument tout, d'où les effondrements de valorisation des banques avec tout ce que ça a comporté. Mais enfin, on pouvait quand même imaginer qu'il y avait quelque chose de malsain dans cette affaire. On pouvait aussi considérer que le fait que la solvabilité, le ratio de solvabilité des banques, terme bas, mais qui est l'importance de l'engagement des banques par rapport à l'argent qu'elles possèdent vraiment, était de l'ordre de 7,5, c'est quand même pas beaucoup. Et ce n'était pas difficile d'imaginer qu'il suffit d'une petite secousse du système financier pour une telle masse d'engagement gagé sur de si petits fonds propres. Surtout qu'il n'y a pas que les banques qui font ça, qui ont un type de développement qui est gagé sur des fonds propres extrêmement réduits. On aurait pu penser aussi que c'était dangereux. La bourse casino, le fait d'avoir transformé la bourse en casino aurait pu quand même aussi provoquer beaucoup plus de réactions. Vous imaginez que les achats à terme
en soi, on devrait contrôler le principe des achats à terme, parce que ça permet toutes les dérives. Or, qu'est-ce que c'était devenu les achats à terme? C'est-à-dire qu'on était passé d'un système où vous achetez une action d'une entreprise qui produit une marchandise, et vous savez quelle entreprise, et vous savez quelle marchandise, et vous savez qui y a derrière, des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens. Et je me souviens, quand j'étais jeune, les gens suivaient par telle société, Ron Poulenc ou que sais-je, ils s'intéressaient à savoir où une voiture, le nouveau modèle, est-ce qu'il va marcher ou pas. Ils avaient des actions, donc ça avait un rapport avec l'action. D'ailleurs, il y avait un rapport entre le cours de l'action et la santé de l'entreprise, alors qu'entre parenthèses, très souvent, il n'y a plus aucun rapport. Puisque, en fait, c'est un alignement sur l'évolution de la bourse américaine, sans prise en compte de la spécificité propre à l'entreprise dont vous avez l'action. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que les actions d'entreprise, c'est-à-dire les actions qui sont connectées à une valeur tangible, à une société réelle, sont très minoritaires dans les paquets d'actions qui font la bourse. Et que la plupart des actions, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Or, parmi ces produits dérivés, il y a les produits, je vous ai dit tout à l'heure, les titrisations de crédit absurdes, mais vous avez les ventes à terme, les achats à terme. Or, l'achat à terme, c'est devenu quoi? C'était devenu un placement à terme sur indice. Je m'explique, vous vous souvenez peut-être, je crois que c'était il y a 15 ans, il y a un type qui avait ruiné sa banque parce qu'il s'était placé, il avait emprunté de l'argent, parce qu'en plus on fait ça avec l'argent qu'on n'a pas. Donc il avait emprunté beaucoup d'argent, et il avait vu, enfin là ça ne demandait pas un grand calcul, que l'indice Nikkei de la bourse japonaise ne cessait de grimper. Donc il avait fait des calculs un peu mathématiques pour voir de combien ça allait grimper. Et donc il avait pris position sur ce que serait l'indice Nikkei à une date donnée. Et si il gagnait, il remportait la mise. Bon. Le seul manque de peau, c'est qu'entre-temps, ça arrive ces choses-là, il y a eu le tremblement de terre de Kobe qui a fait plonger l'indice Nikkei, il a tout perdu et sa banque a explosé. Très bien. On n'a pris aucune mesure. Aucune mesure. On a dit qu'on allait prendre, souvenez-vous. On n'a pris aucune mesure. Si bien qu'il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, vous avez eu, je donne cet exemple parce qu'il est simple. Parce que dans l'ensemble, les exemples de spéculation avec les produits dérivés sont d'une telle complexité que vous n'y comprendriez rien. Et d'ailleurs, même ceux qui les possèdent n'y comprennent rien, et même ceux qui les achètent n'y comprennent rien. Et déjà, on devrait prendre un décret, interdire de se mêler de quelque chose si on n'y comprend rien. Parce que déjà, c'est dangereux. Bon. Hein? Eh bien, donc, l'exemple que je vais vous donner, lui, est très compréhensible. Vous aviez un type qui avait créé un fonds spéculatif qui s'appelait Amarante. Il a réuni 9 milliards de dollars. Dans un fonds spéculatif, vous avez des épargnants qui mettent une partie de leur épargne. Cet épargnant, ça peut être une entreprise, ça peut être une société, ça peut être un épargnant seul. Mais vous avez aussi des fonds de pension. C'est-à-dire des retraités qui ne savent absolument pas qu'on a mis leur argent dans ce fonds spéculatif. Ils ne savent pas. Eux, ils touchent éventuellement une augmentation de leur pension ou une baisse. Et donc, avec ce fonds spéculatif, il a fait un calcul mathématique basé sur le réchauffement climatique. Et il s'était aperçu ou plutôt il avait calculé, qu'il y aurait une tendance qui font qu'il y aurait de plus en plus de cyclones qui s'approcheraient du centre des États-Unis et qui menaceraient les centres de production gazière. Donc, le prix du gaz allait forcément augmenter. Et donc, il a pris une position sur les prix du gaz à une date donnée. Et il a mis les 9 milliards. Et, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu moins de cyclones et ils se sont éloignés des centres de production gazière. Il a perdu les 9 milliards. Ça n'a plus rien à voir avec le système de la bourse en économie capitaliste raisonnable et stable. Mais avec un autre aspect, c'est que le retraité en question qui a perdu sa retraite, c'est absolument pas pourquoi. Personne ne lui a demandé son avis, à savoir, on n'a jamais averti qu'on allait spéculer sur une équation qui rendait compte de l'évolution du réchauffement climatique. Même chose pour les ventes à découvert. Vous avez une dame, une femme, qui rentre dans une boutique ou qui voit une devanture de boutique et qui voit une robe originale, intéressante, qui lui plaît beaucoup. Donc elle rentre, on demande le prix, elle n'a pas l'argent.
Mais en même temps, on lui dit, vous savez, madame, il n'y en a plus qu'une. Elle dit, écoutez, vraiment, elle me plaît beaucoup. Vous me la gardez. Donnez un bon, je l'ai retenu. Et je vous payerai dans je ne sais pas combien de temps. Ça n'a rien de scandaleux. Mais imaginez que la dame en question se met à spéculer sur ce bon. Elle le vend, elle le revend, etc. Elle le vend d'ailleurs de moins en moins cher, dans l'espoir que du coup elle payera moins cher la robe quand elle viendra l'acheter, dans l'espoir ensuite de pouvoir la revendre plus cher. Là, on est dans l'absurdité totale, c'est pas possible. Sauf que c'est exactement ce qui s'est passé avec la spéculation sur les ventes à découvert. Exactement. Et vous savez que dans la mesure où des fonds spéculatifs ont fait ça, ça a contribué beaucoup à la baisse de la bourse. Troisième exemple, les LBO. On avait un système ça s'appelait le système colonialiste. On avait un système ou impérialiste qui consistait à envahir un pays qui ne vous avait rien demandé, ce qui coûtait cher, parce qu'il faut envoyer l'armée, etc. Une fois que vous l'aviez occupé, vous faisiez suer le burnous, et grâce au profit que vous gagnez en faisant suer le burnous, vous remboursiez ce que ça vous avait coûté de l'envahir. Mais c'est ni plus ni moins que le LBO. Je ne vois pas pourquoi, si on a aboli le système colonialiste, on laisse se développer des LBO qui sont exactement le même système. Vous empruntez tout l'argent, grâce à ça, vous achetez la société, vous la pressurez comme du citron, grâce à quoi vous remboursez votre dette, mais comme remboursez votre dette, vous ne payez pas d'impôts puisque, par définition, vous ne faites pas de bénéfices. Formidable comme système. Mais vous imaginez comment ça soutient une économie responsable, une économie novatrice, une économie créatrice d'emplois. Donc voilà quelques exemples. Maintenant, j'en prendrai quand même un dernier. Je veux pas un dernier où là je réintègre cette idée qu'on ne peut pas réfléchir sur un système économique sans y intégrer les dimensions philosophiques et morales, qui est le problème des inégalités sociales, ou plus exactement des envolées de certaines rémunérations et salaires. Qu'est-ce qu'on a découvert à travers la crise américaine? D'abord, les 5 sociétés, les patrons des 5 institutions bancaires qui ont été quasiment nationalisées, c'est-à-dire en gros l'État a repris à son compte les actifs pourris pour pouvoir sauver la mise des actionnaires. Et auprès de 120, 130, 140 milliards de dollars que vont payer les contribuables. Parce qu'au moins aux États-Unis, ils reconnaissent que c'est les contribuables qui vont payer. Eh bien, les 5 patrons de ces 5 sociétés ont touché en 5 ans, écoutez bien, en différentes rémunérations, 3 milliards 400 millions de dollars. Or, la Lehman Brothers a été vendue 1 milliard 700 millions de dollars. Donc, 5 personnes en 5 ans ont pu toucher le double du prix auquel a été vendue la 4e banque du premier pays capitaliste du monde. De la même façon, la société américaine d'assurance, qui a également fait faillite, en plus exactement que l'État, pareil, a sauvé aux frais des contribuables, a un patron qui, encore 6 mois avant, ça a coûté 60 milliards. Simplement, attendez, ça a coûté jusqu'à présent 60 milliards, mais comme 60 milliards, ils l'ont bouffé en 1 mois et demi, ils ont redemandé 60 milliards. Donc si on leur donne, ça va coûter 120 milliards de dollars. Vous imaginez quand même ce que ça veut dire comme ça. Eh bien, le patron de cette société, il y a de cela encore 6 mois, non 8 mois, parce que 8 mois avant l'effondrement, il y a 8 mois, était à la tête d'un lobby qui faisait campagne contre un projet de couverture maladie pour les enfants américains non couverts par la sécurité sociale, parce que ça coûtait 4 milliards et que ça lui semblait délirant qu'on puisse dépenser 4 milliards pour ça. Et je pourrais prendre l'exemple en France de tels grands patrons qui gagnent en gros ce que gagne en effet en 1 mois et demi la plupart de ses employés, mais lui, il les gagne par heure. Ou un autre dont la rémunération est telle que pour qu'un ouvrier au salaire moyen, je ne dis pas au SMIC, gagne la même chose, il faudrait qu'il ait travaillé depuis le règne de Clovis.
Je dis ça, c'est pas pour dire que c'est injuste. On n'en est plus c'est même plus un problème d'injustice ou d'égalité. C'est pas ça le sens. C'est que, et là aussi j'en parle en ayant été chef d'entreprise, c'est que ces rémunérations, c'est quand même les chefs d'entreprise qui se les attribuent, ou au moins qui votent en conseil d'administration pour accepter qu'on se les attribue. Et je trouve que si un système fait que l'argent fou rend les gens qui manipulent l'argent fou, c'est le système lui-même en entier qui devient fou. Et c'est en ce sens que c'était dangereux. J'ai toujours pensé, je me souviens que lorsque Mao Tse-tung était sur le balcon du Palais du Peuple et saluait, sans rire, des millions de Chinois qui brandissaient son petit livre rouge comme s'il s'agissait d'un talisman, je me dis, ce type est complètement fou. Forcément, il est fou. Et ça ne peut pas marcher. Mais accepter de telles différences de rémunération, quelque part, c'est avoir perdu la raison. Et avoir perdu la raison quand on est les tuteurs d'un système économique, c'est le risque que l'ensemble du système économique ait perdu la raison. Et donc, je pense qu'on aurait dû, évidemment, prendre conscience de cela. Et pourquoi on n'a pas pris conscience, sera ma conclusion, je ne veux pas dépasser, parce qu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. L'effondrement du mur de Berlin, c'est un symbole, ça veut dire effondrement du système totalitaire communiste. Comme je suis sûr, 98% d'entre vous, j'étais de ceux qui ont dansé, applaudi et qui me suis réjoui quand il y a eu l'effondrement de ce mur de Berlin. Et ce qu'on n'a peut-être pas bien vu, c'est qu'il y avait eu deux conséquences perverses. L'ensemble, c'était la meilleure nouvelle qu'on puisse imaginer, mais il y avait eu deux conséquences perverses. La première, c'est qu'un certain nombre de décideurs qui, au fond, s'étaient ralliés à l'économie moderne, intégrant au capitalisme le progrès social, ou quand même un minimum de régulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait la menace communiste et que justement, il fallait peut-être mettre des faux nez pour eux ou des fausses barbes, se sont dit, ça y est, il n'y a plus de menace, il n'y a plus de danger, donc on arrête le faux nez, on arrête la fausse barbe, maintenant les gars, on recommence et on reprend les affaires, là on les a laissées en 1929, avec finalement les mêmes conséquences qu'en 1929. Mais l'autre effet pervers, ça a été l'intériorisation générale du fait que, regardez, ce qu'une utopie a provoqué. Regardez l'horreur d'avoir voulu créer une société idéale que des idéologues avaient pensé, imaginé. C'est fini. On n'a plus le droit d'imaginer ou de penser une autre forme de société. D'où ce livre qui a eu beaucoup de succès sur la fin de l'histoire. L'histoire est finie. Le système qui vient de triompher du communisme, c'est un système clos, une fois pour toutes. C'est la fin de l'histoire. Et il faut être fou, il faut être obscène, il faut être déréglé pour imaginer qu'on puisse construire un autre monde, une autre société, etc. Or, ce qu'on a mal vu, c'est qu'au fond, s'il n'y avait personne pour quelquefois rêver d'une autre société, d'une société différente, mais on serait toujours dans l'esclavagisme, on serait toujours dans le tribalisme, on serait toujours dans le féodalisme, on serait toujours sous la monarchie absolue. Si la civilisation a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire la civilisation, c'est bien qu'en même temps que toujours des idéologies closes qui disaient que c'était la fin des fins et qu'il n'y avait pas d'autre système possible. J'ai lu, par exemple, en travaillant sur la guerre de sécession américaine, de remarquables ouvrages qui expliquaient qu'il n'y avait pas d'autre système possible que l'esclavagisme dans les États du Sud américains et qu'y renoncer serait un effondrement total de toutes les valeurs sociales, économiques, sociétales, etc. Il y a toujours eu cette thèse-là. Mais il y a toujours eu aussi, aux États-Unis en particulier, mais ailleurs, des gens qui pensaient qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait inventer autre chose, qu'on pouvait recomposer un autre système social. Ils réussissaient ou ne réussissaient pas, mais ça faisait partie, si vous voulez, de la dynamique de la société. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en intériorisant le fait que c'était fini, pour la première fois depuis 10 000 ans, c'était fini.
Ça ne se passerait plus, on n'avait plus le droit, que tout compte fait, ça crée une situation où on était en situation de pouvoir accepter tout. C'est-à-dire que sous le terme terrible de modernité, on en arrivait à plus se demander, c'est bien ou c'est pas bien? C'est juste ou c'est pas juste? C'est efficace ou c'est pas efficace? C'est nécessaire ou pas nécessaire? Dès lors qu'on vous disait c'est moderne, il n'y avait plus de débat possible. Et donc ces folies, ces absurdités, ces irrationalités ont fini par être acceptées parce qu'on avait intériorisé le fait qu'elles étaient modernes et que dès lors qu'on c'était moderne, il fallait être vraiment ringard ou archaïque pour pouvoir le remettre en cause. On ne peut pas imaginer, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé, car n'oubliez jamais que tout le discours fasciste et stalinien était un discours de la modernité. C'était un discours qui consistait à dire, les uns et les autres, les staliniens, les communistes staliniens et les fascistes, dire, nous sommes le système du devenir et de l'avenir, nous sommes le Reich de 2000 ans, nous sommes les lendemains qui chantent, et nous rejetons dans les poubelles de l'histoire les libéraux poussiéreux, les démocrates momies, les gens d'un autre âge, une autre époque. Simplement, il se trouve que, d'abord, il y en avait deux. Donc, comme il y avait deux systèmes qui se réclamaient de la modernité concurrente, ils s'égalisaient un peu. Et que, de toute façon, on n'avait pas intériorisé le fait que, a priori, ils avaient raison parce qu'ils étaient modernes. Heureusement. Et que les démocrates ont continué à défendre la démocratie, les libéraux, le libéralisme, etc. Tandis que là, on a intériorisé le fait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et je crois que ça a été absolument terrible. Et c'est pourquoi je pense, ça sera ma conclusion, que nous avons assisté, il y a 20 ans, à l'effondrement d'un système dont l'État était le centre, l'État Moloch, l'État Léviathan était le centre, qu'on assiste aujourd'hui à l'effondrement d'un système qui, dans ce qu'il avait de pire, a mis l'argent et le profit au centre. Et dans les deux cas, l'homme n'était plus un instrument de l'État ou du capital, et qu'il faut aujourd'hui ressusciter, pas forcément s'y rallier, mais accepter qu'il est nécessaire de ressusciter l'espoir et l'aspiration à un autre projet de société qui permette de remettre au centre ni plus l'État ni l'argent, mais l'homme. L'homme dans sa dimension individuelle et l'homme dans sa dimension collective. Et que si on ne réhabilite pas cela, et ce que là, je vais vous dire en 2 mots, est grave, si on ne réhabilite pas ça, si on n'arrête pas l'idée que oui, notre société est possible, pas close, c'est ça qui a provoqué les terreurs, pas terminé, pas idéal, pas clé en main, mais toujours à recommencer, sans arrêt à recommencer, toujours devant être dépassé, mais quand même un mieux. Si on ne réhabilite pas cette idée qu'une autre société humaine, humaniste, dont l'homme et le centre est possible, comme les peuples, pour employer ce terme que j'aime pas, mais disons pour simplifier, les peuples du monde, découvrons ce qu'ils découvrent, c'est-à-dire l'ampleur de l'absurdité, de l'immoralité, de ce qu'on leur a fait avaler, eh bien, n'accepteront plus un système dont l'argent et le profit est le centre. Simplement, comme dans les années 30, où n'oublions jamais que la crise de 29 a débouché sur le fascisme et le stalinisme, justement, ceux qui leur diront au centre, il faut mettre la race, il faut mettre l'ethnie, il faut mettre le sang, il faut mettre le dieu des ténèbres ou de l'intolérance, ou bien il faut remettre l'État total, eh bien ils les écouteront. Et ne serait-ce que pour ça, je crois qu'il faut réhabiliter l'idée qu'une autre société est possible, qu'une société de tolérance et une société humaniste est possible. En fait, je ne crois pas, on nous le proposera, que lorsqu'on a une bicyclette qui crève tout le temps, dont la chaîne ne cesse de sauter, et dont le cadre est déréglé,
Je ne crois pas que la solution soit de multiplier les rustines, d'attacher la chaîne avec une ficelle et de remettre sans arrêt le cadre en état. Et je ne crois pas non plus que pour cette raison-là, il faut abolir les bicyclettes, comme l'extrême gauche nous le propose, mais je crois que quelquefois, il faut avoir le courage de changer de bicyclette. Mais quand on sait changer de bicyclette, on peut encore gagner le Tour de France. Donc, en tout cas, où qu'on aille, on a compris que ce n'était pas vers la fin de la crise, ni vers la fin des incertitudes. On peut peut-être enchaîner avec les questions. Qui s'occupe des micros? Juste vous demander, comme on est un petit peu court au niveau du temps, de poser des questions brèves et, si possible, des réponses un peu brèves aussi pour avoir le maximum de questions. Pour vous permettre à tout le monde de parler. Bonsoir Monsieur Kahn, je suis là. Vous dites que donc on a intériorisé le fait qu'il n'y avait pas d'échappatoire, comme si en fait le système avait permis une sorte d'apparition d'une pensée unique. Tout le monde. Bon. Mais ça, c'est pas uniquement le système économique qui l'a permis, c'est également donc le gouvernement, la presse, et dans la mesure où les décideurs sont les mêmes et où les directeurs de journaux sont les mêmes. Si vous voulez, il y a un problème. Avant et après la crise, ce sont les mêmes personnes qui la commentent et qui disent effectivement, c'est peut-être un petit peu trompé, il y a un problème. Je ne comprends pas dans quelle mesure on va réussir à remettre en cause le système si les décideurs sont les mêmes, si les directeurs de journaux sont les mêmes. Et voilà. Ben, la réponse, c'est qu'on ne remettra pas en cause le système. Vous avez totalement raison. Si les décideurs sont les mêmes, mais sauf s'il y a une pression d'un certain nombre de gens, collectifs ou individuels, qui font que cette fois, on arrive à empêcher que les décideurs qui sont les mêmes, ne remédient pas au système. Mais sur le fond, vous avez raison. Je me suis amusé dans le journal que j'ai dirigé longtemps, donc Marianne. Ils avaient écrit, au moment de la crise, pendant la crise, ils ont écrit à deux reprises. Oui, c'est formidable, on l'avait dit, on a eu raison. Et je vous donnais un exemple. Et c'est vrai que Marianne l'avait dit qu'on avait eu raison. Et je me suis moqué un peu d'eux, j'ai fait un article pour me moquer d'eux en disant mais vous avez raison, vous avez eu raison, c'est vrai. Mais personne ne vous en sera reconnaissant, mais qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, ceux qui vont continuer à commenter la crise et ceux qui vont mettre au point la plupart des décisions pour remédier à la crise, ce sont ceux qui ont eu tort. On ne va pas appeler ceux qui ont eu raison. Et d'ailleurs, remarquez, ceux qui ont eu tort changeront peut-être d'avis, hein, ça peut arriver. Et ce qui m'a l'exemple simplement qui m'a le plus amusé, c'est Alain Minc. Parce que vous avez sans doute invité ici, parce qu'il est toujours invité dans les écoles de commerce et d'économie. Alain Minc, c'est un type formidable parce qu'il a écrit quand même un livre qui s'appelle La mondialisation heureuse, où il défendait totalement, sans recul, sans esprit critique, ce qu'il y avait de pire dans le système qui s'effondre. Mais en plus, en tant que membre du conseil d'administration de la société Vinci, c'est lui qui, jusqu'au bout, y compris quand le conseil d'administration majoritairement a voté contre, il est resté jusqu'au bout, votant en faveur de toutes les augmentations de rémunération que se faisait voter M. Zacharias, à savoir que c'était quand même le pire qu'on a vu dans cette espèce de folie dont je vous ai parlé. Or, aujourd'hui, vous entendez Alain Minc, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'il a tout prévu, qu'il avait dit la crise, il avait dû, que d'ailleurs le capitalisme c'est pas bien, qu'il faut inventer un autre système. Enfin vraiment, mais le type avec autant d'arrogance, autant de certitude que hier. Donc j'en ai déduit en effet que je pense comme vous, que ça sera les mêmes, sauf si on essaye d'y remédier un peu. Bonsoir Monsieur Kahn.
Je pense qu'on a bien compris votre analyse de la crise actuelle, des dérives de l'économie en général. On a aussi bien saisi votre envie de changer la société. Moi, la question que je me pose à l'heure actuelle, je souhaiterais savoir ce que vous pensez en règle générale des remèdes qui sont apportés, que ce soit à l'échelle mondiale ou alors à l'échelle plus régionale, à cette crise. Donc savoir si c'est assez, si c'est suffisant pour pallier cette crise. Je vous remercie. De toute façon, quand on dit il faut penser, il faut repenser, puis construire une société différente, une société dont l'homme constituera le centre, la centralité, il faut toujours bien imaginer que c'est un aller vers, c'est aspirer à, aller dans cette direction. En attendant, il faut prendre des mesures pour demain, pour après-demain, pour dans 6 mois, pour dans 1 an, ou dans 6 mois. Et on ne doit pas s'interdire ces mesures au nom d'un rêve qui les transcende. C'est-à-dire qu'il y a nécessité absolue de réhabiliter le rêve qui les transcende, ou l'aspiration qui les transcende, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux mesures intermédiaires nécessaires pour remédier à une situation donnée. Dans les mesures qu'on évoque, entre parenthèses, on en évoque très peu pour l'instant. Alors, de toute façon, c'était évident que le G20 n'aurait aucune conséquence puisqu'il n'y a pas de pouvoir américain. Et donc, il faut au moins attendre le prochain de mars, on verra ce que ça donne. Mais dans les mesures où qu'on prend, on en prend très peu, ou au moins qu'on préconise. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Même si c'est des rustines, c'est des bonnes rustines. Je prends éventuellement, on ne l'a toujours pas fait, mais réformer les agences de notation. C'était quand même incroyable que les agences de notation, qui sont très 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 importantes, puisque l'ensemble des acteurs financiers, avant de prendre une décision, regardent la note que les agences de notation donnent sur une société, sur une action, sur une valeur, etc. Or, les agences de notation étaient, et sont toujours d'ailleurs, jugées parties. C'est-à-dire, à la fois elles notent, et c'est elles qui conseillent les sociétés, les banques, qu'elles notent. Autrement dit, elles ont un intérêt au succès d'un certain nombre de produits dérivés en particulier, qu'elles sont amenées ensuite à noter. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc comme elles étaient intéressées, elles ont noté des produits pourris. C'est clair, elles étaient intéressées à ce qu'on les achète. Bon, ça, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faut modifier les agences de notation. Ils ont raison. Bon, c'est moins important, mais modifier la comptabilité, c'est un peu changer le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Mais il est vrai que dans le système actuel, comme on prend en compte la valeur des actifs des banques, des actifs y compris des actifs financiers des banques, la valeur à un moment donné, lorsque joue l'effet paella, dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors tout à coup, on passe d'une paella qu'on a envie de dévorer à un produit à mettre à la poubelle. C'est un peu brusque. Et cette brusquerie de la dévalorisation d'une banque dont on apprend qu'elle a perdu des dizaines de milliards alors que c'est virtuel, ce n'est pas de l'argent réel, crée en effet des paniques. Et donc, sans doute, il faut modifier ce système de comptabilité. C'est bien qu'on pose, on ne fait que le poser. Je crains qu'on n'aille pas plus loin. Mais c'est vrai qu'il faut poser le problème des paradis fiscaux. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où on a décidé qu'il y avait des États hors la loi, qu'on a fait voter par l'ONU, qu'il y avait des États hors la loi, pourquoi on ne ferait pas voter par l'ONU une résolution qui dit que les paradis fiscaux sont hors la loi, entre parenthèses. C'est quand même des espaces qui organisent l'illégalité. Bon. Je pense aussi qu'il faut regrouper les agents de régulation. Il y en a trop, en particulier en France, il y en a 5 ou 6. Il faut les regrouper pour que ça soit plus clair. Il faut leur donner beaucoup plus de moyens. Il faut qu'ils aient beaucoup plus de régulateurs pour pouvoir réellement suivre, en particulier à temps toutes les dérives bulliques, c'est-à-dire les bulles qui se créent, etc., et prendre des mesures et leur donner plus d'autorité. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer, ça serait trop long et ennuyeux, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont ou initiées ou conseillées, qui vont, ça ne mange pas de pain, mais qui vont dans le bon sens. Simplement, je crois qu'il y a un problème plus global,
que cette crise est une crise économique, financière, mais elle est une crise philosophique et une crise morale, une crise sociétale, et qu'il faudra à un moment ou l'autre aborder l'ensemble de ces problèmes de façon beaucoup plus globale. La crise, vous le dites, est une crise morale, une crise financière, économique. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une crise de bon sens ? On a des milieux financiers qui ne semblent pas, et économiques, qui ne semblent pas avoir tiré les conséquences de la crise actuelle. Je n'en veux pour preuve que les mouvements absolument erratiques de la bourse depuis quelque temps. La bourse, c'est l'anticipation de résultats futurs, de bénéfices futurs, et donc de croissance des entreprises qui produisent du réel, comme vous l'avez dit. Or, en ce moment, plus 10 un jour, moins 10 le lendemain. Ça voudrait dire que les mêmes gens prévoient une amélioration à terme, et puis que le lendemain, ils changent complètement d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en ce moment, ce sont les spéculateurs qui font les mouvements erratiques de la bourse. Donc, on n'a absolument encore rien compris, et on va retourner dans les mêmes jeux à partir du moment où l'économie financière demande des résultats à 2 chiffres de croissance par an, alors que les entreprises produisent une croissance qu'à 1 chiffre au mieux. Comment peut-on arriver à améliorer ce type de système ? Non, vous avez totalement raison, et c'est très frappant. Vous avez totalement raison. C'est-à-dire la preuve que si on ne prend pas de mesures extrêmement fermes et extrêmement directives, ça ne changera pas. Et pour la raison que je vous ai dit, qui tiennent de la nature humaine, qui est, encore un moment, monsieur le bureau, c'est-à-dire je peux encore gagner de l'argent, tant pis, l'écroulement, ça sera après moi, est telle, surtout si le gain est énorme. Le potentiel est énorme. Regardez ce qui se passe avec les pyramides, c'est-à-dire ces systèmes complètement truqués où il n'y a absolument rien derrière, mais de façon totalement artificielle, où on place de l'argent, on gagne. Bon, ça s'écroule à la fin forcément, parce qu'il n'y a rien. C'est purement un système de spéculation dans le vide. Donc ça s'écroule forcément. Eh bien, il y a toujours des gens qui disent « oui, ça s'écroulera, c'est doute, mais en attendant, moi, je vais toucher ». Et ça, on n'évitera pas. Donc vous avez raison, et les mouvements erratiques de la bourse le montrent. Simplement, il faut faire attention, il y a une partie de ces mouvements qui sont spéculatifs, premièrement. Il y a des mouvements c'est une autre forme de spéculation, c'est du ramassage. C'est-à-dire au prix où c'est les choses, eh bien on ramasse. Or, ça veut dire qu'à chaque fois que la bourse baisse beaucoup, moins 7, moins 8, un certain nombre de gens ramassent, et comme ils ramassent, ça remonte. Ça veut dire des Chinois, éventuellement, des gens du Golfe, etc., ramassent. Troisièmement, vous avez des gens qui ont perdu des fortunes et qui sont comme des fous pour se refaire. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'ils ont la possibilité de se faire un petit gain, en achetant, en vendant à terme, etc. Ils le font. Là, est-ce que c'est des spéculateurs ? Oui et non. Surtout des gens qui vont se refaire. Tout ça joue. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est erratique. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas rationnel. Et surtout, ce qui est vrai, c'est que la moindre rumeur, le moindre bobard, le moindre, etc., peut provoquer chez eux des anticipations absolument folles. On va prendre les 2 dernières questions, s'il vous plaît. Dans le fond, d'abord. Bonsoir. Ouais. Donc, je voudrais revenir sur l'idée qui m'a paru principale dans votre conclusion. En fait, vous parlez de comment y aller, donc d'y aller avec un système où l'homme est au centre et non plus l'argent ou l'État. Et j'aurais une question, c'est en fait comment vous comptez arriver à un système où l'homme est au centre et comment le replacer au centre, parce que c'est vrai que vous parlez de tout ça, mais comment y arriver en fait ? Merci. Replacer l'homme au centre, je l'ai bien précisé, veut dire qu'on n'éradique pas l'État ou le capital, mais que le capital est mis au service, ou que l'État est mis au service de l'homme. Et donc c'est tendre à cela. Encore une fois, je n'ai pas le temps ici de le décliner, mais
on l'a fait collectivement, à l'événement du jeudi, on l'avait déjà fait sur 100 pages à jour, nous avons très souvent décliné toutes sortes de propositions qui vont dans ce sens. Dans l'événement du jeudi, on avait fait 330 propositions. À Marianne, il y a de cela 3 ans, on a fait 120 propositions. Récemment encore, sur la crise, j'ai fait une 50aine de propositions. Donc on fait des propositions. Simplement, c'est très difficile de les décliner parce qu'on n'en finirait pas, puis souvent c'est technique et que de toute façon, comme je vous le dis, ce qui est fondamental, c'est de réhabiliter une finalité. Ça n'a pas de sens d'empiler les moyens si on a éradiqué la fin. Donc voilà, c'est cela que je veux dire. De la même façon que c'est très facile de décrire un type de société, et d'ailleurs un certain nombre de gens encore le proposent, le préconisent, qui se pose toujours la question de la centralité de l'État. C'est-à-dire qu'à toutes les questions disent l'État épuera, l'État impliquera, l'État le dira, l'État le décidera, l'État nationalisera, l'État, etc. De la même façon qu'il est extrêmement facile de décrire un type de société, on l'a connu, où c'est l'autorégulation, c'est l'offre et la demande qui décidera, c'est les acteurs économiques qui auto-imagineront, c'est les forces du marché qui, etc. Et c'est tout à fait... Et d'ailleurs, ça s'est fait, ça s'est défini idéologiquement et ça s'est fait. Mais de la même façon, si vous définissez idéologiquement qu'il faut tendre à cette recentralisation de la dimension humaine, vous prenez les décisions avec cette idée-là en tête et vous y arrivez, comme vous y arrivez à centraliser l'État, que vous arrivez à centraliser le capital. Bonjour, merci pour votre... Si vous me permettez, je vous donne quand même un exemple. Je pourrais en donner beaucoup, mais je donne... D'abord, ça pose le problème que quand... Autant il est absurde et délirant de dire, comme certains en France à l'extrême gauche le disent, il faut interdire les licenciements. On peut difficilement dire quelque chose de plus bête, plus absurde que l'idée il faut interdire les licenciements. D'ailleurs, si vous interdisez les licenciements, c'est-à-dire qu'une société qui a besoin de licencier 40 personnes, si vous l'interdisez les licenciements, elle finit par en licencier 200. Bon. En revanche, la revendication d'une intervention de l'État pour limiter les délocalisations boursières, c'est-à-dire les plans sociaux pour des raisons boursières, autrement dit, pour une société qui fait 6% de bénéfices. Je donne un exemple concret. 6% de bénéfices. Je vous dis, en tant que chef d'entreprise, je peux vous dire que 6% de bénéfices, c'est pas mal. Et on peut faire beaucoup de choses avec 6% de bénéfices. Et pour ses employés, pour l'investissement. Mais qui, parce que les patrons des stock options, ou parce que on a persuadé l'ensemble des investisseurs financiers que désormais la règle c'était 15% de retour sur investissement et donc 6% c'est pas suffisant, il faut 15% et de toute façon si je veux être élu au conseil d'administration c'est les financiers, enfin les actionnaires financiers qui le décideront. Et donc je délocalise pour aller au Bangladesh pour avoir des bas salaires pour essayer d'avoir 15%, là l'État avait son mot à dire. Et l'État avait son droit d'intervenir pour une raison tout simple, c'est que la dimension humaine n'est pas mise en cause. Le nombre d'exemples, on peut dire le problème là, c'est que la dimension humaine n'était pas prise en compte. Le problème là, c'est la prise en compte de la dimension humaine n'était pas prise en compte. Si à chaque fois qu'on pouvait dire, attendez, la dimension humaine n'a pas été prise en compte, vous décidez désormais qu'il faut prendre en compte la dimension humaine, eh bien, déjà, vous avez des changements profonds. Et je disais tout à l'heure, je pensais à la loi sur le commerce. Si vous posez le terme de la loi sur le commerce en pur terme purement économique, encore que j'aurais des choses à dire, parce que à partir du moment où vous avez une centrale d'achat, comme je vous l'ai dit, représentant 70% de la distribution, et en situation d'imposer ses prix, on n'est plus dans le système libéral. Par définition, le système libéral, c'est un marché libre, et non faussé qui doit provoquer la création des prix. Donc si vous avez un marché qui n'est pas concurrentiel et qui est faussé, qui crée les prix, qui provoque la fonction non éthique, déjà on n'est pas en système libéral. Donc déjà ça pose un problème économique. Mais moi je dis, attendez, je suis désolé, regardez ce que vous avez fait avec ce laxisme en matière de création de grandes surfaces des périphéries de nos villes. Regardez comment de villes humaines, de ville à dimension humaine, vous avez fait des choses absolument épouvantables, horribles, une atteinte terrible à l'investissement.
qui fait que il n'y a plus de centre-ville, donc il n'y a plus de sentiment de communauté, donc il n'y a plus de sentiment de participer à quelque chose de commun. Regardez la différence dans certaines banlieues, en particulier dans la banlieue parisienne, entre le fait qu'il y avait encore des commerces de proximité qui faisaient qu'on va, qu'on se connaît, qu'on parle avec le commerçant, et alors la petite, elle a toujours les oreillons, et la grande, elle est mariée, ben oui, etc. Ça crée quelque chose, ça crée un lien, ça crée le fait que c'est des hommes qui parlent à des hommes, et que de toute façon, tout à coup on remplace ça par une grande surface sur un bloc de béton, où c'est des gens qui ne se voient pas, qui ne se parlent pas, qui sont sur les rails, qui se croisent en s'ignorant et qui n'ont plus d'identité, eh bien ne pas avoir pris en compte cette dimension humaine, c'est absolument terrible. Et ça a provoqué en grande partie les tensions violentes dans nos cités. Eh bien voilà un exemple. Une économie qui remet l'homme au centre, une économie qui prend en compte ces dimensions-là. Vraiment la dernière, je suis désolée, mais... C'est bon, c'est sûr? Oui. Ok, parfait. Je sais pas. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi vous ne dites jamais dans vos interventions j'ai acheté votre dernier bouquin? Pourquoi les journalistes entretiennent le mythe de la droite et de la gauche? Et pourquoi vous ne dites jamais que la gauche est une alternative aux intérêts du capitalisme? Et la droite veut aller vers la social-démocratie? Non mais moi je vous signale que j'ai rien dit de ce type. D'abord, je vous réponds. La première raison d'abord c'est qu'on m'a préconisé très nettement de rien dire de ce type. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Monsieur le Président, que d'ailleurs de moi-même, je considérais que ce n'était pas le lieu et que je ne suis pas là pour ça. Et la troisième, qui est peut-être plus fondamentale, c'est que je ne pense pas. Donc comme c'était la dernière, comme il reste une question et que... Mais je peux vous dire quand même, puisque vous m'avez interpellé, pourquoi je ne le pense pas? Parce que je crois aujourd'hui qu'il faut tout réinventer. Qu'il faut totalement un nouveau logiciel. Voilà. Et que moi, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je constate, c'est que je lis, parce que ça m'intéresse, de la même façon que je lis les déclarations des ministres, et les déclarations de Sarkozy, etc. Je lis aussi les textes de principe de la gauche, du Parti socialiste, etc. Et je constate qu'ils n'ont plus aucune alternative de société. Et donc, il faut tout réinventer. Comme de toute façon, ce n'était pas la question, et que monsieur avait une dernière question à poser. Oui, j'avais une question, je ne sais plus. Je demande à tout le monde, c'est vraiment sûr que je puisse poser ma question, c'est bon? Parfait. Donc, bonjour et merci pour votre intervention. Donc, vous critiquez à juste titre le néolibéralisme, et par rapport au libéralisme, au fondement, en fait, j'aimerais savoir comment vous défendez un système donc, qui, par son présupposé sur l'humain, c'est-à-dire l'homo economicus, donc, est encore aujourd'hui hautement critiquable et a des répercussions directes sur le système actuel. Je défends quel système? Le système libéral. Non. Ça sera la dernière, alors, peut-être. D'abord, je ne défends pas le système libéral, ni d'ailleurs ne le stigmatise. Je crois que en cette matière, il faut être extrêmement précis sans qu'on tombe dans les déclarations de principe. Alors là, tout est possible. Moi, je constate, excusez-moi, je fais une petite référence politique, mais vous me le permettrez, quand je vois à la télévision l'ancien, en l'occurrence c'était Martine Aubry, dire notre ligne elle est très claire, c'est l'ancrage à gauche, aucune concession au libéralisme, nous combattrons radicalement le libéralisme. Et que j'ai dit, mais attendez, vous avez été au gouvernement, c'est très bien, vous avez aboli l'économie de marché, vous avez aboli la concurrence, vous avez aboli la pluralité, vous avez aboli la diversité, vous avez aboli l'accès libre au marché, alors, vous n'avez pas aboli le libéralisme. Si vraiment vous pensez ce que vous dites, fallait l'abolir, j'aurais été contre d'ailleurs, pour raison que je vais vous dire. Bon, tout ça, c'est des mots. C'est du verbalisme, c'est totalement absurde. Or là, nous sommes pour essayer de pointer les réalités. Pourquoi je ne dis pas, par exemple, que c'est une crise du capitalisme, ce qui se passe? Encore que c'en est une, d'une certaine manière. Mais pourquoi je dis que c'est une crise du néo-capitalisme et pas du capitalisme? Parce que le capitalisme n'est pas une idéologie. Le capitalisme, c'est une invariance naturelle. C'est-à-dire, on a découvert au Grand Pressigny, sur le site du Grand Pressigny, une véritable usine de pierres taillées, sous les hommes au temps préhistorique, des centaines de milliers de types de pierres taillées.
Et donc on a découvert qu'il y avait là, au temps préhistorique, de véritables entreprises de pierre taillée, avec regroupement de travailleurs, répartition du travail, accumulation des profits, peut-être d'ailleurs sous forme de coquillages pour pouvoir payer etc. Et qu'on a retrouvé à 600 km plus loin des pierres taillées faites là, donc il y avait un système commercial. C'est quelque part, c'était déjà l'esquisse d'un pré-capitalisme. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous a vécu le cauchemar d'avoir un enfant qui demande qu'on lui achète un hamster, eh bien, il n'a pu que constater que le hamster a une certaine tendance à accumuler des marchandises dans sa joue, même s'il ne les mange pas, et lorsqu'il n'a plus assez de place dans sa joue pour les accumuler, il finit par les enterrer dans un tas de sable, il leur met dessus pour avoir bien son petit trésor à lui, bien à lui, qu'on ne lui pique pas, etc. Et si vous avez des chats, vous apercevez qu'ils se frottent sans arrêt pour dessiner une frontière. Cette frontière, c'est leur propriété, et eux, très vite, n'en sortent pas, mais n'acceptent pas qu'on vienne sur leur propriété. Donc il y a des données qui sont non seulement au plus profond de l'humanité, mais qui sont même déjà dans l'animalité, et qui sont constituantes du capitalisme. C'est donc une invariance. Ce qu'il faut dire, c'est que le capitalisme, c'est une invariance, qu'on ne l'abolira jamais parce que c'est une donnée naturelle, sauf que la civilisation, c'est l'équilibre du naturel par le culturel. Et que justement, la raison d'être d'une réflexion économique civilisée, c'est comment équilibrer un capitalisme qui est naturel, qu'on n'abolira pas, mais qui a les mêmes défauts en termes naturels que la jungle. La jungle, on ne l'abolit pas, mais n'empêche qu'on peut la civiliser et qu'on peut peu à peu la maîtriser. Eh bien, le capitalisme, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une idéologie, c'est une donnée naturelle. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Le crime aussi, d'ailleurs, hélas, est souvent une donnée naturelle. Le libéralisme, c'est différent. C'est une idéologie. Simplement, il ne faut pas confondre le libéralisme non plus avec sa dérive néolibérale. Pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quoi le libéralisme ? Il y a un moment, il faut savoir de quoi on parle. Si le libéralisme, c'est la concurrence, mais on est pour la concurrence. Je dirais même que ce que je reproche au néo-capitalisme, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais une des marques de ces dérives, et encore aujourd'hui, c'est à quel point le néo-capitalisme, dans sa logique pure, est totalement attentatoire à toutes les valeurs libérales. Qu'est-ce que fait le néo-capitalisme ? Et ça a provoqué la crise. Il verrouille le marché. Il s'empare du marché, il conquiert des marchés, ensuite il les protège. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réduit la concurrence en imposant des situations de monopole ou de oligopole. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réduit la pluralité et la diversité. Il s'est passé en France quelque chose il y a 4 ans extraordinaire. C'est que quand le groupe Vinci a été en situation de catastrophe, ils ont vendu leur domaine d'édition. Or, c'était très important, les éditions Vinci, c'est les plus importantes avec Hachette. Or, Hachette les a rachetés. Et personne n'a rien dit. Très bien. Si Hachette avait vraiment racheté Vinci, avait été jusqu'au bout du rachat des éditions Vinci, ça voulait dire que 70% des livres de littérature générale, que 80% des livres scolaires, que 85% des dictionnaires, que 98% de la distribution des livres appartenaient à la même société, à la même entreprise. Laquelle entreprise possède une grande partie des librairies, en particulier toutes les librairies d'aéroports et de gares, et également des journaux, également des radios, etc., etc. Ça veut dire qu'en vérité, c'était une recomposition du communisme sur une base privatisée. Et quelque part, le néolibéralisme, c'est ça. Quelque part, le néolibéralisme, c'est la reconstitution du communisme sur une base privatisée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister, je reviens sur les centrales d'achat, à une comparution devant le comité de référencement d'une centrale d'achat. Ce qui est formidable dans le libéralisme, bien compris, c'est que le fait qu'un type qui a une idée, il a une idée d'un yaourt au cru de fruits, de mûres, un arrière-goût bulgare et un picotement roumain, et voilà, et il met son argent et son idée pour pouvoir le fabriquer, et il le met sur le marché. Mais c'est formidable. Et si ça marche, si les gens, ça leur convient, ils gagnent de l'argent. Et parce qu'ils gagnent de l'argent, ils créent des emplois. Mais on n'a pas trouvé mieux. Vous n'allez pas me dire que l'État qui décide ou l'État qui décide pour le yaourt, c'est mieux. C'est formidable. Le seul problème, c'est que ça n'existe plus.
C'est qu'aujourd'hui, il n'a plus accès au marché. C'est qu'aujourd'hui, il comparait devant une commission de référencement, et quand il commence à expliquer, d'abord, il fait une queue de je ne sais pas combien d'heures parce qu'ils font la queue. Quand il commence à expliquer devant les gens qui l'écoutent, là, comme des responsables soviétiques, et qui dit, voilà, il a un goût de roumain, machin, bulgare et tout, on lui dit, monsieur, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est quel backchiche, quel sous de table, quelle marge arrière, etc., à quel prix. Et s'il dit, vous m'étranglez, on dit, mais monsieur, c'est 100% du marché ou 0%. Mais on n'est plus en système libéral. Or, on est dans un système négateur des principes du libéralisme. Mais contre cette perversion, si on s'était appuyé sur le libéralisme, ce qu'il y a de meilleur dans le libéralisme, c'est-à-dire la vraie concurrence, la vraie diversité, la diversité de la presse par exemple, la diversité des opinions qui sont remises en cause tous les jours aujourd'hui, si on s'était appuyé de ce qu'il y a de mieux et de plus progressiste dans le libéralisme, on serait peut-être arrivé à faire reculer la dérive néo-capitaliste dont on voit aujourd'hui les dégâts. C'est en ce sens que je suis ni défenseur ni stigmatisateur du libéralisme. Je pense que c'est une donnée. Dans l'histoire, le socialisme, la social-démocratie, la démocratie chrétienne, le gaullisme, tout a contribué à l'histoire et au progrès des civilisations. Et qu'on doit tout utiliser, les acquis de tous qui fait partie de cet héritage. Et en ce qui concerne le libéralisme, il y a des acquis progressistes du libéralisme qu'il serait très intéressant aujourd'hui de réhabiliter, de récupérer pour justement s'en servir pour faire la critique de la dérive néo-capitaliste. Et ce sera le mot de la fin.